Bonjour et bienvenue à tous à cette table ronde sur les recompositions identitaires au Sahel. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Arnold de Clermont, président de l'Observatoire Pharos, pour son petit mot de bienvenue. Merci Gwendal. Moi, je voulais vous dire que l'Observatoire Pharos est très heureux de vous accueillir pour cette table ronde en ligne, malgré tous les aléas du travail en ligne. Nous sommes très attachés, vous le savez, au pluralisme qui, comme le dit l'une de nos principales animatrices, si j'ose dire, Rita Hermont-Belot, est un mode d'organisation assurant la coexistence d'éléments divers sans leur faire perdre leur caractère distinctif. J'insiste sur les mots coexistence et caractère distinctif. Eh bien, ayant cette compréhension du pluralisme, nous ne pouvons qu'être attentifs aux identités, notamment dans et après les processus électoraux qui souvent exacerbent les identités. Les élections en Afrique sont trop souvent facteurs de tensions violentes. C'est encore une citation, celle-là de Guy Rosatanga Regno, dans un article d'Afrique contemporaine, déjà assez ancien, datant de 2012. Elle n'a qu'un seul défaut, si j'ose dire, c'est celui de dire en Afrique, qu'il suffise d'évoquer le récent processus électoral aux USA pour élargir ce constat à bien d'autres continents. Nous allons parler ce soir principalement du Sahel, mais nos regards se porteront bien au-delà. Il demeure que le fait identitaire est au cœur des processus électoraux. Mais comment se définissent nos identités? Par rapport à notre histoire familiale, personnelle, ethnique, religieuse, nationale, par rapport à autrui, lui aussi, elle aussi, porteur d'une identité qui est toujours en construction autant que la mienne. C'est dire l'importance de cette table ronde que j'ai le plaisir d'introduire maintenant, et je voudrais simplement, au moment de leur céder la parole, remercier Alpha Oumar Bakonaré, enseignant à l'INALCO, fondateur de l'Observatoire Kizal, et Gwendal Mélion, observateur junior de l'Observatoire Pharos, les remercier de modérer cette table ronde, vu l'importance qu'elle représente pour nous, et remercier d'avance leurs invités. Je vous laisse la parole. Et je vous remercie, Monsieur de Clermont. Alors, avant de rentrer directement dans le débat et dans la discussion, je vais d'abord donner quelques éléments de contexte et présenter les intervenants. Cette question de la recomposition identitaire au Sahel, elle est vraiment déterminante. Depuis une dizaine d'années, le contexte sécuritaire s'est largement dégradé au Sahel. Donc, d'abord uniquement au Mali et au Nigeria, les groupes djihadistes affiliés à l'État islamique ou à Al-Qaïda se sont propagés dans le reste du Sahel, donc que ce soit dans le bassin du lac Tchad, au Burkina Faso ou encore au Niger. Aujourd'hui, le lac Tchad est la zone dite des trois frontières, donc entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont considérés comme les deux épicentres de la violence au Sahel. En plus de ça, on compte maintenant des incursions dans les pays côtiers comme en Côte d'Ivoire. Ces violences ont évidemment un impact direct sur les relations intercommunautaires et sur le vivre ensemble au Sahel. L'ONU vient d'ailleurs d'annoncer, il y a à peine 2 semaines, que le seuil des 2 millions de déplacés internes vient d'être franchi au Sahel, un chiffre auquel on peut ajouter les 850 000 réfugiés que recense le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans le même temps, ces violences liées à l'extrémisme religieux ont entraîné, alimenté, voire attisé des violences intercommunautaires, mettant la donnée identitaire au premier plan. On pense notamment à la tentative de rébellion Touareg de 2012, qui a été le point de départ de la crise sécuritaire qu'on connaît actuellement. On pense également aux milices communautaires, que ce soit les milices Dogon au Mali, les chasseurs d'Ozo ou encore les Kogleogo au Burkina Faso. On pense encore, il y a presque un an jour pour jour, à l'autorisation officielle de la création des volontaires de la défense
et de la patrie au Burkina Faso, des civils autorisés à patrouiller, à porter les armes et à combattre les djihadistes. Cette réorganisation communautaire crée le risque d'un repli identitaire. Parce qu'au-delà de cette crise sécuritaire et des violences intercommunautaires qui les accompagnent, on retrouve également, bien entendu, la dimension politique au cœur de ce tableau. Le tournant 2020-2021 en Afrique de l'Ouest a été marqué par les élections en Guinée, au Niger et en Côte d'Ivoire, mais aussi par le coup d'État au Mali. Et ce sont 4 pays qui nous intéressent aujourd'hui. Donc en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour avec des élections boycottées par l'opposition. Au Niger, le président sortant Mahamadou Issoufou a laissé sa place à son dauphin Mohamed Bazoum, arrivé lui aussi en tête au premier tour. Il devra affronter Mahaman Ousmane au second tour à la fin du mois de février. En Guinée, le président sortant Alpha Condé a été réélu dès le premier tour pour un troisième mandat. Largement critiqué par la société civile et par l'opposition qui lui reprochait d'avoir modifié la constitution pour se présenter à nouveau, il a muselé les voix contestataires. Au Mali, enfin, le coup d'État du mois d'août a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Les autorités de transition ont été sommées, notamment par la CEDEAO, d'organiser des élections dans un délai de 18 mois. Donc la convergence de ces thématiques nous pousse évidemment à nous interroger sur les transformations communautaires. On se demandera aujourd'hui quelles seront les recompositions identitaires après les processus électoraux au Sahel et dans les pays côtiers. Donc c'est une question évidemment très large et très complexe, mais pour y répondre, on a la chance d'avoir avec nous des spécialistes, même si certains ont eu des problèmes techniques, donc ils nous rejoindront peut-être plus tard. Mais donc, permettez-moi d'introduire Alpha Oumar Ba Konaré, donc observatoire référent pour le Sahel à l'Observatoire Pharos. Chercheur, il est également le fondateur de l'Observatoire Kizal, qui fait la promotion des droits humains à travers le Sahel. Il est également chargé de cours en langue et en société Peul à l'INALCO et il est spécialiste du marine. Il nous parlera aujourd'hui de la stratégie régionale et notamment de celle du G5 Sahel. J'introduis également M. Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui est un anthropologue franco-nigérien. Il est directeur d'études à l'EHESS, professeur associé à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et c'est également l'un des chercheurs les plus importants pour les sciences sociales au Niger, et qui a écrit notamment une grande quantité de livres sur l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, cette présentation était censée également avoir l'intervention d'Abdoulaye Kandé et d'Aliou Bari qui ont visiblement des petits problèmes techniques, donc peut-être ils nous rejoindront, mais si ce n'est pas possible, dans tous les cas, on continuera la discussion entre Alpha et entre Jean-Pierre. Donc, après leur présentation, on enchaînera ensuite avec une séquence de discussion entre les intervenants. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions par message ou par mail. Donc, pour la seconde partie qu'on animera par la suite. Donc, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Alpha. Merci beaucoup, Gwendal, et merci de cette invitation, de cette opportunité de se poser des questions sur ce qui se passe en ce moment au Sahel comme recomposition identitaire. La question identitaire est ramenée de plus en plus sur le devant de la scène. Il y a une période un peu dorée durant laquelle on a eu comme consensus de dire que les problèmes qu'il y avait dans des pays comme le Mali, c'est des problèmes structurellement de développement, des problèmes des institutions, de la démocratie aussi. Et avec la rébellion Touareg de 2012, les questions communautaires se sont étendues aux autres, par exemple au Peul, au Mali. Pourtant, ce sont des choses qu'on aurait pu voir venir. Et à mon sens, c'est lié à des déstructurations de l'État qui ont été éludées par esprit de consensus. Dans le cas du Mali, dans les années 90, lorsque les accords de paix ont été signés entre l'État malien et les rébellions de l'époque, qui étaient conçues de Touaregs, mais aussi d'Arabes maliens, il y a eu ce vœu de faire de l'intégration et finalement, beaucoup de problèmes sous-jacents n'ont pas été réglés. Et il n'y a pas eu un sentiment chez toutes les communautés que la transparence a été totalement faite et qu'il y avait aussi de la rétribution. Le gouvernement a évolué vers des plans de décentralisation, mais parallèlement à ces plans de décentralisation, il y avait quand même une grande inégalité dans le développement des régions
qui est liée aussi à une question de ressources, à une question d'égalité dans la distribution des finances. Et puis, il faut dire qu'il y a une introduction progressive de groupuscules promouvant le djihad international. Et c'est un phénomène qu'on pense être né réellement dans les années 2000, mais c'est quelque chose de beaucoup plus lointain que ça, avec des stratégies venant peut-être même des années 50, avant le début de l'indépendance malienne. Et donc, les alliés, les porte-étendards de ces mouvements djihadistes sont arrivés, ont eu des projets sociaux, se sont installés en marge quelque peu des communautés locales, mais ont quand même contracté des mariages, ont tenté d'avoir de la légitimité, de l'asseoir. Et lorsque le contexte est devenu favorable, avec la guerre en Afrique du Nord, en Libye, avec les interventions notamment de la France, des États-Unis sur la Libye, qui a eu tout ce déversement d'armes, mais aussi ces mouvements de combattants vers le nord du Mali, il y a eu un élément déclencheur. Il y a eu vraiment une combinaison. On ne peut pas dire que c'est uniquement le fait que des djihadistes étaient présents, que le feu a été mis aux poudres. Il y a quand même le fait qu'il y avait une histoire traumatique des communautés touaregs au début des indépendances des pays dans lesquels ils vivent. Je prends le Mali comme exemple, par exemple, avec une forte répression de l'État. Et c'est très intéressant de s'intéresser aux récits que les gens ont d'eux-mêmes et de leur communauté. D'ailleurs, j'ai une publication, un livre qui devrait paraître au mois de mars, où je parle des récits identitaires chez les communautés Peul au Mali, dans un contexte de conflit, où je propose l'idée que le vécu subjectif que les populations ont de ce qui leur est arrivé, ça construit la contestation, ça construit aussi des possibilités d'alliance. Donc, dans la mémoire sociale des Touaregs, le fait que l'État malien ait commis ces répressions, ces exactions, souvent avec des charniers, ça a créé comme un sentiment d'injustice fondamentale à cause duquel peut-être que l'État malien rejetait les communautés touaregs. C'est un récit qui a été approprié par beaucoup de gens, c'est un récit qui est contesté par les autorités maliennes, où il n'y a pas eu de travail de mémoire sur ce qui a pu être commis par l'État malien. Mais là où ce récit n'est pas si clair que ça, c'est qu'il a des racines beaucoup plus profondes. On peut parler de la période de la colonisation, où quand même la résistance a été très âpre contre des communautés touaregs contre la colonisation en tant que résistants. Et donc, les Touaregs ont quand même été essentialisés comme une communauté de gens qui ne peuvent pas être intégrés, de gens barbares, et avec toutes ces tentatives de dissocier les communautés nomades des communautés sédentaires. Et c'est quelque chose qui pourtant n'est pas si net que ça. Tous les Touaregs ne sont pas des nomades. Il y a aussi la transhumance qui est quand même un phénomène différent, qui est un phénomène de saison, et les gens se souviennent toujours de toute façon d'où est-ce qu'ils sont originaires. Les Touaregs, Charles Grémont, un éminent chercheur spécialiste de cette zone, explique très bien comment les Touaregs ont perdu le fleuve, en sachant que chaque famille avait quand même des alliances locales, et puis les familles aussi bien Peul, Arabe, Touareg, toutes ces familles, toutes ces communautés qu'on a tendance à essentialiser en tant que population mobile, ont des moments où elles viennent vers les abords du fleuve, des lacs, etc., où il y a des négociations avec ceux qui sont vus comme des sédentaires, mais qui font aussi des échanges avec, pour avoir accès aux ressources. Mais au moment de l'indépendance, je pense que ce qui a été un changement radical, ce qui a peut-être été traumatique justement, c'est le fait que l'indépendance est venue avec des rêves nouveaux, avec l'idée que nous sommes un pays maintenant, tout le monde doit être libre, tout le monde doit être égal. Et donc, on a tué peut-être les velléités des uns et des autres. Une référence qui est faite très souvent pendant la Révolution, pendant la révolte, pendant la rébellion Touareg de 2012, on a brandi cette lettre des chefs des Iforas, donc d'une tribu du nord-est du Mali, disant que, soi-disant, les Touaregs étaient le seul peuple blanc, entre guillemets, à être dominé par des Noirs. Donc, ce qui est quelque chose qui a fait un tollé, avec bien sûr des désagréments venant de Touaregs aussi.
Mais c'est le genre de choses qui met le feu aux poudres, des choses qu'on ramène comme ça hors des contextes et qui appuient le sentiment que les communautés ne peuvent pas être ensemble. Donc il y a un travail de composition, de recomposition au niveau national qui a été très difficile parce qu'on n'a pas réinterrogé l'histoire et on n'a pas permis à l'histoire de faire de la pédagogie. Et donc, je reviens un peu sur ces questions d'élections et autres. Donc, 2012, il y a eu la rébellion Touareg avec une grande violence. Il y a eu le coup d'État au Mali en même temps. Et l'année d'après, on a fait très vite pour essayer d'arriver au bout de la transition à des élections. Et à ce moment-là, il a quand même fallu marchander les possibilités de représentativité dans l'appareil étatique. On voulait le Mali, ses alliés, la France voulait qu'il y ait des élections très rapidement. C'était après l'intervention de Serval, donc de l'opération française qui a eu lieu en janvier 2013. Et donc, on voulait passer par la démocratie, passer par ce sentiment que l'administration malienne est de retour pour endiguer les violences. Et donc, on a voulu faire les élections partout. Bien entendu, il y a des endroits où les gens n'ont pas pu voter parce qu'il y avait une présence djihadiste trop grande, ou alors parce que c'était des zones encore avec une grande contestation, notamment suite à la révolution, pardon, je dis révolution, mais c'est parce qu'il y a un aspect social aussi à l'intérieur des sociétés Touareg quand ça s'est fait. On assiste à une rébellion, mais à des choses quand même beaucoup plus profondes. On voit les phénomènes aussi bien dans la diaspora, sur les réseaux sociaux, etc. On voit qu'il y a une renaissance, en tout cas quelque chose de l'ordre du fait de susciter de nouveau de l'identitarisme. Donc, on fait les élections à ce moment-là. On a des candidats qui ne sont pas nécessairement des personnes renommées dans leur communauté, mais qui sont proches des partis disposant de beaucoup d'argent, qui veulent aussi vraiment taper dans le mille et dire nous voulons le pouvoir et nous avons des alliés partout. Donc, il y a eu les présidentielles, le président Keïta a été élu, mais surtout, il y a eu les législatives après. Présidentielles, bon, c'est quelque chose de plus large, mais lorsque les législatives ont lieu et qu'on voit que des personnes qui étaient dans la rébellion quelques mois auparavant deviennent des élus, alors qu'on voit qu'il y a des gens des communautés locales, des communautés Touareg, qui sont parachutés et qui envoient des scores de 90%, 95% pour le parti du président Keïta à l'époque. Ça pose quand même la question de savoir dans quelle mesure est-ce que les personnes qui ont été élues sont vraiment représentatives des communautés de base. Ou alors, quelles sont les stratégies aussi qui permettent de marchander avec l'État, surtout si ce sont des gens qui reviennent de chemin de rébellion. Et de manière concomitante, on a eu tendance à oublier qu'il y a d'autres communautés qui avaient des aspirations liées à l'inégalité dans le développement, comme les communautés Peul. Et là aussi, il y a eu des éléments qui ont tout déclenché. Je me souviens, en 2014, j'avance et je ferai un flashback sur ça. En 2014, après des exactions sur des Peuls qui ont eu lieu en novembre 2013, l'association pour la défense de la culture Peul, Tabital Poulagou, le chapitre malien de cette association, a organisé une conférence de presse lors de laquelle elle a présenté des chiffres sur les exécutions, les exactions commises sur des Peuls depuis l'indépendance du Mali en 1960 et aussi les dommages subis par les Peuls durant les sécheresses des années 70 et des années 80. En fait, bon, on ne fait pas de Jeux olympiques de compétition sur qui est plus victime que qui, mais on voit quand même que les chiffres montrent que les communautés Peuls ont souffert, ont connu des abus, peut-être au moins aussi égal que les communautés Touareg. Mais il n'y a pas eu ce sentiment de détachement du tissu national malien, peut-être, et il n'y a pas eu non plus la même tradition martiale que dans certaines sociétés Touareg. Et puis, les Peuls sont disséminés vraiment partout au Mali, du nord au sud, est à ouest. Donc, avoir une coalition, c'est quelque chose qui paraissait pas possible. Et donc, l'association a tenu à rappeler ça en 2014. Là où je dis que je fais un flashback, c'est que je viens à début 2013, donc avant les élections législatives, au moment
de la mise en place de la feuille de route pour le reste de la transition, les élections, etc. La question des exactions contre les Peuls s'est posée à l'Assemblée nationale. C'était clair. Serval venait d'intervenir, l'armée malienne était en train d'avancer vers le centre et le nord du Mali, parce que quand même, les batailles les plus âpres au début ont eu lieu au centre du Mali, à Djabali, à Konna, et l'armée malienne avançant a commis des exactions sur des civils Peuls, qui sont les populations majoritaires dans cet endroit. Et ça a été tué. Et ça a alimenté un sentiment d'injustice totale chez les Peuls. Donc, il y a eu en novembre 2013, ce dont je parlais, donc des attaques contre des campements Peuls. Et là, ce n'était pas des militaires, c'était des alliés de milices Touareg en compétition avec des groupes visiblement aussi avec une part identitaire Peul importante. Et comme c'était dans l'après-coup de la rébellion, c'était au moment des élections législatives aussi, les Peuls ne semblaient pas finalement, en tout cas ces Peuls-là du nord-est du Mali, ne paraissait pas être une population intéressante. Ce n'était pas une population autour de laquelle il fallait avoir de grands débats pour la fabrique nationale. Et puis de toute façon, on avait des Peuls dans d'autres endroits, qui étaient des Peuls du cru, qui eux n'avaient pas d'objection pour ce moment-là. Donc l'État n'avait peut-être pas besoin d'avoir de l'encouragement, d'avoir une main tendue envers ces populations qui ont souffert. Sauf que ces populations, ce sont des éléments d'apparence isolée, mais dont la victimisation est entrée par la suite dans les consciences, dans les esprits, et qui a fait se dire par la suite qu'il y avait un problème des Peuls, un problème contre les Peuls. Et en début 2015, on était encore dans les processus de discussion sur Alger, donc pour savoir comment une forme de paix pourrait être négociée avec les rébellions Touareg, et puis aussi avec comme interlocuteur l'État malien, les partenaires internationaux, et des milices d'autodéfense non Touareg et non arabes du Nord, Gandaïzo, Gandakoy. Et début 2015, Amadou Koufa apparaît, chef djihadiste, qui se réclame d'origine Peul. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à parler d'un nouveau djihad Peul, mais le discours a changé par la suite. Il y a eu une revendication de l'identité Peul, puis finalement moins, puis on voit qu'il y a beaucoup de Peuls qui le suivent à cause de leur vexation. Donc Amadou Koufa, la Katiba Massina, c'est quelque chose d'autre. Voilà, l'aspect identitaire de ce groupuscule s'est fait et s'est défait petit à petit. Mais le point est que au moment où ces attaques ont eu lieu, au moment où il y a eu même des attaques de mausolées de saints musulmans Peuls par des djihadistes, il n'y a pas eu de réaction forte. Il y a eu un grand déni de la victimisation des Peuls, d'autant plus que là, on se disait, bon, c'est des Peuls qui attaquent des Peuls, donc c'est pas important. Et les accords d'Alger ont été signés finalement, mais il n'y avait pas de parti représentant spécifiquement l'identité Peul. Donc on se retrouvait dans une situation où l'État malien essayait d'asseoir sa légitimité, mais en même temps qu'il essayait d'asseoir sa légitimité, le problème c'est que dans l'appareil institutionnel, il n'y avait personne à un niveau politique, vraiment de manière politique, pour dire ce qui est en train de se faire contre les Peuls, c'est injuste, et si on ne fait pas attention, ça peut déboucher sur ce qui se passe chez les Touaregs. Mais je trouve que finalement, les rébellions Touaregs, elles ont eu un intérêt pour certaines communautés Touaregs dans le fait de pouvoir marchander avec les États, de pouvoir marchander aussi avec les interlocuteurs internationaux. On voit par exemple que Barkhane, dans le cadre de ses opérations dans le Gourma malien, donc la boucle du Niger, vous voyez géographiquement vraiment au nord du Mali, vous avez le fleuve Niger qui fait comme ça, donc une zone de coexistence entre beaucoup de communautés. Il y a eu partage d'informations. Alors, je précise bien. Ce qui m'a été communiqué, c'est que Barkhane ne collabore pas avec les groupes. On m'a dit, Barkhane se coordonne. Mais ce n'est pas la même chose avec ces groupes communautaires-là, qui en plus ont acquis à travers les accords d'Alger une légitimité, parce qu'ils sont devenus des parties prenantes de l'appareil d'État, avec des plans de cantonnement, avec des plans sur la gestion, etc. etc. Donc, ça renvoie quand même le message aux autres que, ah tiens, ces communautés Touareg sont en train de monter, ces communautés sont en train d'avoir de l'ascendant, qu'est-ce que nous, on va devenir? Donc, est-ce que ça veut dire que les Français vont appuyer les Touaregs, que nous, qui sommes les Peuls, qui sont aux prises avec certains groupes Touaregs, on va souffrir? Donc, tout ça, ça a quand même alimenté des frustrations, quoi.
Et puis, pour faire un bond en avant, parce que essayer de rester toujours autour de ces questions d'élection, lorsqu'il y a eu les élections en 2018, pareil, l'État voulait un grand consensus pour dire tout le monde est ensemble. Vous avez eu des grandes campagnes, les chefs de partis politiques sont partis dans les grandes villes du Nord, dans les villes où ils ont été accueillis par toutes les communautés. C'était très drôle. Il y avait une image, je me souviens, le président Keïta s'est rendu à Gao, grand accueil, les communautés sont là, tout le monde applaudit. Et après, on voit une vidéo d'hommes sur des dromadaires en train de partir, et on voit les affiches de campagne du président Keïta, qu'on surnomme IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, jetées en arrière avec donc les animaux marchant dessus. Donc, ça témoigne quand même du fait que les gens, si on leur apporte des ressources financières, si on leur promet de la légitimité, bien sûr, ils vont dire on suit l'État, on est là avec l'État, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un respect, que la défiance envers l'État n'existe pas. Donc, il y a quand même cette possibilité-là pour ces communautés. Pour les communautés Peul, je pense qu'il faut apporter beaucoup de nuances. J'ai entendu une chose au Burkina Faso en 2013 qui n'est pas juste pour le cas du Mali. C'est lors d'une grande conférence avec des Peuls venant de partout en Afrique. Et beaucoup disaient, oui, mais le problème, c'est que les Peuls n'ont pas accès au pouvoir, etc. Et moi, j'étais surpris, je dis, mais c'est pas vrai, dans le cas du Mali, vous regardez tous les gouvernements maliens des 20-30 dernières années, je pense que vous ne trouverez pas moins d'un cinquième de Peuls dedans, si on essaie de faire des statistiques ethniques. On va dire 10% de Peuls au bas mot. Donc les Peuls sont environ 20%, 17, 18, 20% de la population malienne. Donc on ne peut pas dire ça au Mali. Il y a des généraux Peuls aussi. Mais le problème, c'est que quand les gens interviennent, quand ils sont dans l'action politique, dans quelle mesure est-ce qu'ils se sentent à l'aise pour intervenir avec leur identité? Lorsqu'on veut faire taire les gens, on les accuse d'identitarisme, de communautarisme, en disant oui, mais de toute façon, vous voulez rester entre vous. Alors qu'on pourrait quand même arguer que si on est d'une communauté et qu'on est du cru, on est bien placé quand même pour pouvoir avoir un discours de promotion, avoir un discours de pédagogie aussi. Donc, c'est quelque chose de très paradoxal, un État qui cherche le consensus absolument, mais qui en même temps veut pouvoir séduire les populations, pas juste pour voter, mais aussi pour avoir la paix, pour avoir de l'entente sociale, pour que la construction de la nation et des institutions puisse se faire d'une meilleure manière, mais on ne permet pas aux gens de représenter, de dire totalement ce qu'ils sont en train de faire. Et ça me rappelle des controverses que j'ai souvent, quand même avec des collègues chercheurs, notamment, où moi je dis, bon, je mets les pieds dans le plat, je dis, mais en taquinant à moitié quand même, je dis, mais nos gens ne disent pas la vérité. On dit, oui, mais comment? On est parti sur le terrain, on a interrogé, etc., etc. Et je dis, mais ça dépend de la manière dont vous avez posé les questions. Je dis, moi, ce que je lis dans les médias et ce que j'entends dans les discussions avec les gens que je connais, ça n'a rien à voir. Dans les médias, vous allez souvent avoir des discours très conciliateurs, alors que la violence des propos, c'est quelque chose d'ahurissant. Et venant de toutes les communautés, hein, en ce moment, il y a les exactions des Peuls. Il y a eu des discours franchement génocidaires contre les Peuls. Je me souviens en 2019, après, donc c'était 7-8 mois après les élections présidentielles, lors desquelles il y avait eu beaucoup de promesses. On avait dit en plus qu'on allait désarmer différentes milices, qu'il y aurait la paix, etc., etc. L'État a fait beaucoup de promesses, avait dit qu'il s'interposerait entre les communautés Dogon, Bambara, Peuls qui s'attaquaient, donc avec toujours ces questions de méfiance par rapport aux Peuls qui seraient des djihadistes. Donc, quand il y a eu au Gossagou, plus de 200 personnes vraiment massacrées, brûlées, mutilées, et que ça a fait un tollé au niveau même international, où là, l'État a dû intervenir, dénoncer, et a promis de démanteler des milices communautaires Dogon qui avaient des discours de nettoyage ethnique. Là, la parole s'est libérée dans un sens explosif parce que les Peuls
On avait le sentiment que maintenant que l'État s'intéresse aux Peuls, ce sont les Peuls qui sont les maîtres, donc il faut empêcher l'État de faire la promotion des Peuls aussi, parce qu'on a fait la même chose pour les Touaregs, tous les gens qui se lèvent, qui prennent les armes, c'est ce qui fait peur à l'État. Alors bon, finalement, je pense qu'il y a une dissociation vraiment essentielle à faire, c'est entre les civils ou même les groupes d'autodéfense Peuls communautaires et les groupes djihadistes qui contiennent des Peuls. C'est une nuance qui est très essentielle. Et donc, à ce moment-là, je me souviens d'un audio que j'ai écouté où quelqu'un disait, qui citait toutes les communautés du Mali, les Bambara, les Arabes, les Songhai, les Soninké, qui finissaient par dire, tous ces gens sont des gens bien. Mais les Peuls, eux, ce sont des étrangers, ce sont des gens qui n'ont pas de pays à eux, donc ils veulent venir déstabiliser notre pays. Donc, je demande à tout le monde de prendre les armes parce que ces gens sont des profiteurs, c'est de la vermine, il faut tous les exterminer, qu'ils retournent ailleurs. Donc, quand on voit ça, on se dit quand même que bon, les élections ont eu lieu, il y a eu des promesses de paix, etc. Mais bon, ça n'a rien donné. C'est pas pour autant que les gens se sentent protégés. Donc bon, il y a eu les élections en 2018, ça s'est passé. 2020, il y a eu la chute du président Keïta. Et donc, ce qu'on peut se poser, moi, je considère quand même que c'est pas un contexte électoral, mais c'est quand même un contexte de changement de régime. Donc, qu'est-ce que ça devient tous ces travaux de recomposition par rapport à la présence politique de Touareg, toutes ces questions aussi de qu'est-ce que les Peuls vont devenir maintenant qu'on admet qu'il y a vraiment une situation problématique des Peuls qui se sentent rejetés par l'État qui ne les protège pas. Les gouvernements qui ont été formés, le gouvernement qui a été formé après la chute du président Keïta, c'est un gouvernement quand même où il y a vraiment il y a une répartition vraiment des communautés différentes. Bon, c'est pas une répartition proportionnelle parce que là aussi on voit que si on essaie de faire du communautarisme, de faire de la promotion des différentes communautés, on voit que les Peuls ne sont pas bien représentés dedans. Là, pour le coup, on peut dire que vu la situation du pays, on n'a pas mis suffisamment de Peuls. Mais ça, c'est une question que je pose pour les différents discutants, les différents intervenants aussi. Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Est-ce qu'on doit faire une forme de discrimination positive? Et quel signal ça envoie aux autres communautés dans un moment où il y a autant de tensions? Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le président actuel du Mali n'est pas Peul, il n'est pas Touareg, il n'est pas de la majorité Bambara, c'est quelqu'un qui est Minyanka, donc d'une communauté vraiment très minoritaire. Je pense qu'il y a moins de 5% des Maliens, encore moins, qui sont des Minyanka. Donc finalement, on a trouvé une personne qui en plus est une figure un peu de sagesse, qui contourne ces différentes problématiques-là. Et le gouvernement, comme je dis, il est quand même assez divers. On a un Premier ministre qui est Peul, mais dont l'identité Peul, ce n'est pas quelque chose qui a l'air saillant, ce n'est pas quelque chose qui a l'air de déstabiliser pour le moment. Donc moi, je dirais que ces questions identitaires, elles valent en moment d'élection, elles valent au moment de recomposition, mais je pense que principalement, elles valent dans des situations quotidiennes, dans les actions quotidiennes des États, dans leur absence quotidienne, dans les déstructurations, dans les délitements de tous les jours de l'État, de la confiance que les citoyens sont en train de perdre par rapport à l'État. Et c'est là où, de plus en plus, on va avoir des catastrophes, quoi. Sinon, il n'y a pas eu de choses, il n'y a pas eu de choses qui se sont faites aux dernières élections législatives au Mali au mois de mars qui ne se sont pas faites avant. Et je me souviens d'un article que j'avais édité pour une revue en ligne malienne. C'était un jeune arabe de la tribu des Ouled Slimane, donc de la tribu du candidat à la présidentielle Bazoum du Niger, dont peut-être d'autres parleront. Donc il y a une grande tribu qui est très puissante. Donc ce jeune parlait du vol des voix des électeurs dans la zone du Gourma malien, où il expliquait comment des chefs de tribu d'origine Peul ou arabe ou Touareg, en alliance avec des agents de l'État, donc il a apporté aussi des preuves, avaient saisi des urnes, étaient partis avec des urnes, on fait aussi du bourrage d'urnes, et qui disait ça, nos propres chefs communautaires sont en train de le faire. Donc, dans un sens, on ne peut pas dire que c'est l'État qui divise les communautés. Ça veut dire que nos citoyens, nos petites populations qui, en l'occurrence, sont de nos communautés, sont en train de rejeter l'État parce que l'État contribue à des injustices fondamentales.
Donc, je pense que lorsqu'on questionne ces questions, lorsqu'on questionne ces problématiques identitaires, il faut vraiment replacer dans des contextes généraux, mais en voyant les périodes d'élection comme des périodes plutôt d'observation clinique, disons. Je ne pense pas, dans le cas du Mali dont je viens de parler, que ce soit une des périodes d'explosion du communautarisme. Je pense que c'est des périodes où le communautarisme, dans le sens négatif, si on peut arguer qu'il y a un sens positif dans le communautarisme, ce sont des périodes où c'est continu, mais ce sont des périodes où on voit les tractations à l'intérieur des communautés et on voit aussi comment est-ce que l'État essaie de mettre en place des stratégies de cooptation de certains membres de tribus, de tel chef, de tel endroit, en disant, bon, lui va avoir de l'influence dans sa zone, ça fera que les gens vont voter pour nous. Ça, c'est très intéressant. Et après, on peut porter des commentaires sur ça et mettre dans un ensemble plus général. Dans d'autres pays, c'est différent. Si Abdoulaye Kandé et Aliou Barry ne sont pas là, peut-être qu'on peut essayer de faire des parallèles avec d'autres endroits. Mais là aussi, je pense que d'autres intervenants, peut-être Gwendal aussi, ont des choses importantes à contribuer. Merci pour votre attention et je répondrai à des questions avec plaisir. Merci beaucoup, Alpha, pour ton intervention et pour toutes tes précisions concernant ton éclairage concernant le Mali et la communauté Peul, qui est bien entendu au cœur des débats et au cœur de la marginalisation potentielle au Sahel, pas seulement au Mali. Donc, tu as soulevé un point qui a été intéressant sur les périodes électorales comme étant des périodes de marginalisation et de renforcement communautaire. Enfin, en tout cas, tu as posé la question. Donc, je en profite pour relancer Monsieur Olivier de Sardan à ce propos-là. Notamment, j'ai en tête l'exemple de l'élection présidentielle actuellement au Niger, parce qu'il y a évidemment eu une grosse polémique autour de la nationalité du candidat Mohamed Bazoum, qui était accusé de ne pas être nigérien car étant d'une ethnie arabe très minoritaire située à proximité de la frontière tchadienne. Donc je voudrais avoir du coup l'éclairage de M. Olivier de Sardan à ce propos-là et sur plus généralement les périodes électorales et le renforcement communautaire dans cette période. Oui, vous m'entendez là? Allô, allô, Oui. vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend. Ok. Bon, je répondrai peut-être, je répondrai après à la question. Je voudrais prendre un petit peu plus de champ et de recul, dans la mesure où, bon, je vais questionner ce qu'on peut appeler la recomposition identitaire. En fait, ça évoque plus ou moins trois termes qui sont proches et en partie interchangeables dans le langage habituel, soit régionalisme, qui est le terme qui est utilisé localement dans nos pays, soit ethnisme, ethnicisme, qui est un terme hérité de la colonisation, un terme hérité de la colonisation qui est contesté, mais qui est encore parfois utilisé. Et puis le terme communautarisme, qui est un terme plutôt utilisé, disons, par les journalistes, les ONG, etc. Et moi, je vois le problème posé par cette table ronde comme quelle est la place du facteur identitaire dans l'arène politique aujourd'hui, avant ou après élection, au Sahel. Et je vais essayer de prendre aussi un peu de recul par rapport au contexte du djihadisme proprement dit, j'y reviendrai après, c'est-à-dire comment se posent ces histoires identitaires telles que ça se pose, disons, au Niger aujourd'hui, en dehors même de l'élection, à laquelle je reviendrai, mais aussi comment ça se posait peut-être au Mali ou au Burkina Faso avant Et il y a deux formes, si vous voulez, il me semble, implicites qui sont à bas bruit, pour situer la question. Allô? Il y a un problème? On vous entend, on vous entend. Non, on vous entend, on vous entend. Ah, excusez-moi, j'avais un quick là. Ok, deux formes qui sont implicites à bas bruit et deux formes qui sont explicites et violentes. Et ça va bien sûr nous amener à la situation actuelle. Les formes habituelles, qui sont indirectes, voilées, et qui surgissent aussi dans les élections, sont les suivantes. La première, l'accusation de régionalisme, où le régionalisme est une sorte de composante souterraine et cachée des pratiques politiques.
On sait que ça existe au Niger sous la forme Est-Ouest, ou parfois Zerma Hausa. On sait que ça existe dans beaucoup d'États côtiers sous la forme Nord-Sud, au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Mais même par certains égards, ça existait au Mali, le Nord vis-à-vis du reste du Mali. Et ces sortes de tensions là sont liées à des facteurs très complexes. D'abord, bien sûr, l'héritage colonial, en particulier le rôle qu'a joué l'emplacement de la capitale et le fait que ça a engendré un recrutement préférentiel des élites autour de la capitale et un relatif abandon des zones éloignées. C'est ce qui se passe avec le contraste Est-Ouest Niger ou Nord-Sud Bénin ou Côte d'Ivoire. Mais aussi, bien sûr, différentes formes de socialisation politique après l'indépendance, avec une tension, si vous voulez, entre les dirigeants ou les leaders politiques qui avaient une ambition plutôt nationaliste et ceux qui jouaient plutôt la carte de la politique du terroir, parfois les deux. Donc, il y a une tension entre les ambitions nationales ou nationalistes et puis l'existence de fiefs politiques locaux. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que le régionalisme, c'est toujours les autres. C'est-à-dire, c'est un registre public de l'accusation de l'autre d'être régionaliste et en général une dénégation pour soi-même. Donc, c'est assez intéressant de voir ce discours autour du régionalisme. Au Niger, c'est clair, chaque parti accuse les autres d'être régionalistes et se défend de l'être soi-même. Donc, il y a une sorte de code à maîtriser en public. Alors, c'est vrai que dans les campagnes électorales, on peut jouer sur une sorte peut-être parfois sur certains facteurs journalistes, mais ce sera toujours dans les langues nationales, dans des meetings locaux et jamais de façon publique. Et puis, un autre phénomène alors à bas bruit, sur lequel je voulais insister, c'est sur l'existence de formes populaires de discrimination ou de racisme qui sont, disons, latentes, mais qui existent bien sûr au sein des populations. On sait le statut, par exemple, des groupes qui étaient anciennement esclaves des Touaregs et qui sont victimes de discrimination au Mali comme au Niger, Bella ou Bouzou. On sait ce qui arrive au Sonenke ou à Al-Poular en Mauritanie. On peut voir un peu partout qu'il peut y avoir des formes comme ça de discrimination et de racisme, mais qui, disons, en état normal des choses, restent dans des limites qui sont relativement pacifiques, même si ça peut déclencher des frustrations importantes. Et puis, alors, il y a le passage à des formes extrêmes et violentes, qui sont visibles, qui sont affichées et qui sont au cœur de l'arène politique et qui constituent évidemment le problème principal, je pense, qui nous intéresse tous. Alors, ces deux formes extrêmes, la première, elle est au niveau de l'État-nation. Elles peuvent même mettre en cause l'État-nation et ce sont évidemment les situations de guerre civile. Il me semble que ces situations sont toujours liées à l'existence d'entrepreneurs politico-ethniques, et ceci sur un fond d'échec de l'État. L'échec de l'État à mener des politiques inclusives. Alors, on a bien sûr toutes les rébellions autonomistes ou indépendantistes, Casamance, mais bien sûr aussi les rébellions Touareg au Niger et au Mali. Mais il a fallu qu'il y ait une émergence de leaders politico-ethniques et cette faiblesse de l'État dans une politique inclusive pour que ça serve de facteur favorable à l'émergence de la violence. Et c'est évidemment aussi, d'une autre façon, le cas de la guerre qui a sévi en Côte d'Ivoire. Une autre manifestation violente n'est plus à l'échelle nationale ou à l'échelle qui met en cause l'État, c'est au niveau de conflits locaux aigus. Et c'est le problème des violences dites intercommunautaires. Celles-ci sont moins liées à l'existence d'entrepreneurs politico-ethniques, mais à des situations locales en quelque sorte de non-étaticité ou de faible étaticité, de faible présence de l'État ou d'absence ou de démission de l'État qui ne délivre plus le bien public sécurité. Alors ça, c'est le cas très classique des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Chaque année au Niger, il y a des morts, parfois des dizaines de morts, dans des conflits locaux agriculteurs-éleveurs. Parfois, ça peut prendre la forme un peu exacerbée de milices ethniques, et là je parle toujours en dehors de l'irruption du djihadisme, de milices ethniques plus ou moins néo-traditionnelles, du type Dozo au Mali ou Mbanga au Niger. Alors, il est vrai que ces conflits intercommunautaires sont évidemment, ces conflits ont été manipulés par le djihadisme, bon, dans le cas évidemment
du Mali, c'est évident, mais pas simplement Peul Dogon. Il y a aussi les conflits entre Touareg et Bellaoui Clan. Il y a aussi le conflit entre Touareg et Peul. Il y a aussi... Et là, on voit arriver, alors c'est là qu'on voit arriver des entrepreneurs politico-religieux qui jouent sur la carte des divisions intercommunautaires, mais on y reviendra. Je pense qu'il faudrait maintenant garder trois constats en mémoire. D'une part, ces antagonismes-là ou ces conflits-là ne sont pas des antagonismes traditionnels ou la résurgence de clivages ethniques immémoriaux. La situation est bien plus complexe et bien plus moderne. Si on voit par exemple un phénomène intéressant, c'est le cas de la parenté à plaisanterie. Et ce cas de la plaisanterie montre bien que dans les cadres de coexistence pacifique, oui, il y a des relations de trafic, des relations de sympathique, dans les relations quotidiennes entre communautés. Mais en même temps, dans les situations actuelles, ce n'est plus un remède magique qui prévient des conflits. Elles sont complètement dépassées et hors circuit dès qu'il s'agit de conflits graves. Le deuxième facteur, c'est que le facteur dit communautaire ou identitaire est toujours une variable par beaucoup d'autres. C'est jamais la variable seule en piste. Si vous voyez par exemple l'histoire de la carte d'identité de Bazoum, c'est aussi l'histoire de l'impossibilité de Hama de se présenter. C'est plutôt des règlements de compte entre deux leaders, enfin, par le pouvoir, règlement des comptes contre l'opposition et pour faire son candidat. Et du coup, contre-offensive sur l'histoire de la carte d'identité. Mais Bazoum, c'est intéressant parce qu'il a un très faible fief électoral. Il appartient à un groupe très, très minoritaire. Et il a aussi peu de base au PNDS dans son propre parti. Il a quand même été non sans mal devenu le candidat de son parti, le parti ayant une base par exemple importante, tout à fait distincte de la base de Bazoum qui est à Ottawa, mais on voit par exemple que le PNDS a obtenu le ralliement d'un petit parti de l'Ouest, la NDP, et qu'au même moment, contre lui, une alliance entre Hama, qui a une base majoritaire à l'Ouest, bien connue, et Maman Ousmane, qui est au contraire typique d'une base majoritaire à l'Est, et que tous les deux ont joué, qu'on soupçonne tous les deux d'avoir joué à des moments sur la carte communautaire, mais qui tous les deux ont réussi à ratisser bien au-delà de leur base de départ et à trouver des implantations à travers le pays. Donc on voit bien à quel point le facteur identitaire n'est qu'un parmi bien d'autres. Et puis le troisième aspect, il me semble qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'il y a de nouvelles formes identitaires aujourd'hui qui sont de type religieux et qui sont au seuil des arènes politiques. Autrement dit, les identités religieuses qui avant dépendaient plutôt d'identités héritées. On est soufi parce qu'on est né dans une famille soufi, on est protestant parce qu'on est né dans une famille protestante, deviennent aussi de plus en plus des identités choisies à travers des formes de prosélytisme et de conversion. Et conversion par exemple à l'islam radical, ou conversion dans d'autres contextes au pentecôtisme. Et ces identités religieuses nouvelles, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles peuvent entrer ou pas dans le champ politique. L'islam fondamentaliste, par exemple, qui correspond à une conversion pour ceux qui y adhèrent par rapport à ce qu'était l'islam des parents. Cet islam fondamentaliste ne s'est pas situé du temps au Niger, il s'est d'abord situé dans le champ religieux, il a réussi à gagner d'une certaine façon. Il s'est ensuite aussi parallèlement situé dans le champ social idéologique, et d'une certaine façon, il a aussi réussi à gagner. C'est devenu l'islam, ces conceptions sont celles qui dominent maintenant la société civile, mais en même temps, il est resté jusqu'à maintenant, on peut dire heureusement, à l'écart du champ politique proprement dit. D'ailleurs, l'imam Daouda au Niger a échoué complètement. Il n'a pas réussi à reproduire, à suivre un peu l'exemple de l'imam Diko. Et donc, c'est vrai que par contre, parfois, il peut y avoir un entrepreneur politico-religieux et on pourrait penser que le personnage de Diko est un entrepreneur politico-religieux qui peut faire entrer le fondamentalisme dans l'arène politique. Ce qui existe plutôt, ce sont des formes au contraire alternatives, d'alternatives politiques radicales, c'est-à-dire le djihadisme. Mais là aussi, le djihadisme suppose des entrepreneurs politico-religieux et même plutôt militaro-politico-religieux. Et
même si on va jusqu'au bout, militaro-ethnico-politico-religieux, comme Amadou Koufa ou Yad Akrali. Si vous voulez conclure, il me semble qu'on devrait considérer deux points. D'une part, il faut se tenir à égale distance de deux dangers lorsqu'on traite des problèmes d'identité. Le premier, c'est une surestimation, c'est-à-dire de faire des facteurs identitaires un facteur explicatif central, ce que parfois certains font, et l'autre, une sous-estimation qui est de nier l'existence de ces facteurs, ce qui existe aussi sur le marché politique local. Et puis, deuxième point, c'est la question de l'État comme rempart contre le communautarisme. Le problème, c'est qu'on a une très forte contraste entre l'État, disons, rêvé ou l'État idéal, l'État tel que les gens, une grande partie de la population le voudrait ou en a la nostalgie ou se le représente, et puis l'État réel. L'État idéal pour beaucoup de gens, ce serait un État souverain. Et en fait, les États du Sahel sont dépendants de l'aide. Ce serait un État protecteur. Et en fait, les États sont perçus comme essentiellement répressifs et incapables de gérer l'insécurité. C'est développementiste. Et l'État réel, c'est du chômage, des migrations, des inégalités. C'est un État qui est aussi rêvé comme impartial. Et c'est un État qui, au contraire, favorise de favoritisme, de patronage, de clientélisme. C'est un État, disons, de délivreur de services. Et en fait, on voit une dégradation profonde des services publics comme la santé ou l'éducation dans les trois pays, enfin, aussi bien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. C'est un État dont on rêve qu'il soit présent partout. Et en fait, c'est un État qui est cantonné beaucoup dans les centres-villes et qui laisse les campagnes. Et ça renvoie à notre propos, c'est un État qui est perçu comme devant être inclusif, alors qu'au contraire, c'est un État qui semble favoriser les segmentations identitaires. Et c'est cet État idéal, cet État rêvé, qui me semble est un élément positif dans la mesure où il continue à être présent. C'est un peu le rempart face à l'alternative du califat. Et c'est la popularité d'un Sankara, par exemple, ou la nostalgie parfois de régimes anciens, va dans le sens de il nous faudrait revenir ou trouver ou enfin arriver à un État, et cet État-là serait un État qui dépasserait les communautarismes. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie, Monsieur Olivier de Sardan, pour votre intervention vraiment dans le sujet. J'ai bien aimé notamment le lien que vous avez fait avec la parenté à plaisanterie, c'était vraiment très intéressant. J'enchaîne directement avec ce sur quoi vous venez de terminer, donc sur la part de l'État, son rôle, mais aussi sur ses manquements justement pour prévenir ce repli communautaire que vous avez évoqué. Donc, du coup, je vais poser une question maintenant à Alpha. Puisqu'on a parlé du rôle des États, on pourrait également parler maintenant du rôle des institutions internationales, puisque la CEDEAO, par exemple, joue son rôle qui est très contesté, mais en tout cas qui s'implique de plus en plus dans la politique interne de chacun de ces États. On pense notamment à la mission qu'elle vient de mener au Mali pour demander justement des élections transparentes dans les 18 mois. Bon, généralement, la position de la CEDEAO est très critiquée parce que les choses n'avancent finalement pas, puisqu'elle n'est pas capable d'imposer des choses aux États qui la composent. Néanmoins, on remarque depuis quelques années qu'elle se saisit de tout ce genre de sujet. Donc, quel pourrait être le rôle de la CEDEAO dans ces recompositions identitaires et communautaires? Alors, concernant une institution comme la CEDEAO, je pense qu'il y a un élément capital quand même qu'il faut rappeler. C'est que nos États, de manière générale, sont frileux sur toutes les questions qui sont transnationales. Les questions de religion, les questions de communauté. Avec cette vision, peut-être qu'on est dans des États-nations, que les questions de minorité, ce sont des questions qu'on devrait peut-être effacer, surtout dans le fait que les indépendances se sont faites avec l'idée qu'on doit émerger ensemble, que ce sont les peuples qui émergent ensemble, et donc la volonté de liberté des peuples
à contribuer à la création d'un État-nation, alors que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si on a des problèmes à l'intérieur de notre propre État, on n'a pas envie que d'autres se mêlent de ça, parce qu'on ne veut pas voir ce qui se passe chez nous, on n'a pas envie que d'autres viennent mettre le bout de leur nez dans ça. Même sur la question des Touaregs au Mali, on voit que l'Algérie est toujours pointée à bas bruit par des politiques maliens, par l'opinion publique aussi, en disant oui, mais de quoi ils se mêlent? Pourtant, c'est un pays qui est un pays allié, c'est un pays avec qui on a des relations historiques au moment de la guerre d'Algérie et même avant aussi d'une manière plus antique. Donc, on ne peut pas tracer si clairement les frontières et il y a peut-être même un droit d'opinion que les pays peuvent avoir les uns sur les autres et qu'on est tous dans l'Union africaine aussi. Mais pour revenir au niveau de la CEDEAO, vous avez ça, vous avez ces tensions et les États ne se mêlent pas. Mais ce n'est pas pour autant que les citoyens ne se mêlent pas. Lorsque je prends la situation de la Mauritanie, par exemple, où il y a les Wolofs, il y a les Halpulaar, il y a les Soninké aussi. Peut-être avec les Soninké, c'est quelque chose au moins visible. Vous avez les parents de ces gens qui sont au Sénégal, qui sont au Mali, qui ne se privent pas de dire l'État mauritanien est un État d'apartheid, etc., etc. Est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, bon, la Mauritanie et la CEDEAO, maintenant, les choses sont plutôt dissociées. Est-ce qu'au niveau des institutions supranationales, on a entendu des plaintes formelles contre ces pays-là? Non, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. Et puis, on voit aussi que même ce qui se passe au centre du Mali, ça n'a pas ému plus que ça au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO a affaire aux États sur des questions institutionnelles, mais sur les questions communautaires, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué. Si vous êtes un chef d'État de la Guinée, comme Alpha Condé par exemple, et que vous savez que chez vous, vous avez du mal, vous essayez de coopter l'électorat malinqué, vous essayez aussi de vous dire, bon, les sous-sous, on veut les rajouter à nous, avec les Peuls, ça ne se passe pas très bien, donc il faut qu'on trouve des autorités morales Peuls pour les rajouter à nous, et que vous voyez qu'il y a des exactions au centre du Mali, vous ne pouvez être que très prudent parce que vous vous dites, si je vais défendre des minorités dans ces pays, des communautés dans ces pays, et que leurs parents sont dans mon pays, leurs parents sont en train de souffrir dans mon pays, ceux de chez moi vont se révolter. Il y a quelque chose qui ne fera pas sens. Et puis, il y a le fait qu'une chose qui me semble importante à dire aussi, c'est qu'on a essayé d'aller vers la CEDEAO des peuples, en se disant qu'il y a la CEDEAO donc des pays, des gouvernements, des nations, mais que la CEDEAO doit être appropriée par la société civile, que la société civile aussi doit être dans les processus de la CEDEAO, aussi bien l'observation que l'implication pour faciliter les crises. Mais la CEDEAO est devenue vraiment comme une espèce de club de chefs d'État, un club dans lequel on a des tas d'organes qui sont là, on a aussi des missions qui sont censées être des missions sur l'appareil sécuritaire, mais finalement on se retrouve avec Barkhane qui est là, avec le G5 Sahel aussi, donc il y a une espèce de perturbation de l'appareil, et chaque fois qu'on entend parler de la CEDEAO aujourd'hui sur ces questions politiques, c'est souvent autour des élections, et souvent c'est de la diplomatie, de la shuttle diplomatie, la diplomatie où on prend des avions, on vient pour dire qu'on règle les situations. Parfois, on laisse entrevoir qu'on vient pour taper un peu sur les doigts des chefs d'État, mais en fait, non. On vient pour essayer de calmer la situation, mais sans vraiment tirer dans un sens de manière très ferme. Ce qui est, oui, normal parce que c'est pas de toute façon, on n'est pas dans une fédération, on n'est pas dans une confédération. Donc finalement, ce qui se fait, ça doit se faire de manière toujours très négociée et je pense que c'est l'une des limites. Mais si les États ne sont pas prêts à l'intégration africaine, à l'intégration ouest-africaine, donc forcément une institution comme la CEDEAO, elle ne peut pas faire grand-chose. C'est comme sur la question de l'extension des mandats, du nombre de mandats. On a vu en 2020, en Guinée comme en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu ce phénomène-là. Les chefs d'État de la CEDEAO, qui ont des liens de proximité les uns avec les autres, ont du mal à condamner ça. Et en même temps, un chef d'État qui le fait lui-même, il serait mal placé, ce serait malvenu de sa part d'aller le faire pour quelqu'un d'un pays voisin.
Donc, tant qu'on est dans ce cycle-là, où il n'y a pas des groupes, des blocs dans la CEDEAO, en tout cas des personnalités charismatiques qui mettent vraiment les pieds dans le plat, je crains qu'on reste à cette situation. Et ça rejoint peut-être un peu l'analyse que Aliou Bari aurait pu faire s'il était là. Je m'arrête peut-être à ce niveau-là, mais il serait peut-être intéressant qu'on lise un peu ce que Aliou a contribué. On verra selon le déroulement de la suite. Merci beaucoup. Merci Alpha pour ton intervention. Effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue d'Aliou Bari sur ces questions-là. Il n'a pas pu nous rejoindre, mais par contre, on a Abdoulaye Kandé qui vient d'arriver. Du coup, je vais le présenter rapidement. Il est spécialiste de l'analyse de la transformation des conflits, notamment au Burkina Faso. Il est ancien conseiller en affaires humanitaires au Comité international de la Croix-Rouge. Et donc, je lui propose maintenant d'aborder les thématiques du pluralisme politique et du rôle de la société civile dans ces questions-là, notamment au Burkina Faso, qu'il connaît bien. Si Abdoulaye est là. Allô, vous Allô? m'entendez? Oui. Oui, on vous entend, oui. Bonsoir à tous. Désolé du retard, indépendant de ma volonté. Merci pour les premières contributions. Comme tu l'as déjà dit, je suis Abdoulaye Kandé, ex-conseiller des affaires humanitaires au CICR et un peu spécialisé dans les questions de gestion des conflits en lien avec la mobilité pastorale, surtout sur le volet transformation des conflits. Et là, je suis dans les activités humanitaires pour venir un peu à la thématique liée au pluralisme sans conflit, si c'est possible, que ce soit au Burkina ou au Niger ou en Côte d'Ivoire ou en Guinée, comme ça a été mentionné au départ du thème. Pour moi, le pluralisme sans conflit, il est possible sous un angle. Sans conflit, il est possible sous un angle du fait que les communautés arrivent à se côtoyer autour des partis politiques ou autour de plusieurs partis politiques. Alors, visiblement, il y a un petit problème de connexion. Notamment les communautés qui sont plus ou moins mobiles. Quand je prends le cas du Sahel pour descendre vers le sud du Burkina, et lorsqu'ils arrivent et ils s'intègrent au niveau de ces communautés autochtones, des partis politiques de ces communautés-là et municipaux au niveau des municipalités. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'avait perdu, mais on t'entend maintenant, donc peut-être ce serait bien de revenir légèrement en arrière. Allô? Oui, on t'avait perdu un peu. Donc, si désolé, possible, désolé. oui, donc si possible, revenir un peu en arrière. Ok. Donc, je disais tantôt que le fait qu'il y ait une possibilité que des communautés puissent s'intégrer au sein de d'autres communautés, notamment les communautés qui sont plus ou moins pastorales ou bien nomades, qui arrivent à s'intégrer à d'autres communautés qui sont des communautés autochtones, notamment au nord de la Côte d'Ivoire, nord Togo, nord Ghana, ou même au sud du Burkina Faso, des communautés qui viennent du Sahel ou bien un peu du centre du Mali, qui arrivent dans ces zones-là, qui arrivent à obtenir des surfaces ou des portions de terre qu'ils cultivent. Et après, ils s'intègrent au niveau politique. Et dès lors qu'ils arrivent à s'intégrer au niveau politique, ils arrivent à intégrer également les municipalités des communes où ils arrivent. Cela facilite également la cohésion sociale entre ces communautés qui sont nomades, pastorales et des communautés autochtones et communautaires et politiques, contribue à réduire un tant soit peu les conflits qui pourraient exister entre ces communautés-là pastorales qui sont
identifier plus ou moins des communautés qui qui font le mouvement de bétail avec des conflits. Parce que plus il y a des dégâts des champs, il y a également la poussée des conflits entre ces communautés-là. Et l'idée ici, ce n'est pas le conflit qui est le problème ici, mais plutôt la violence qui peut survenir au sein de ces conflits-là. Si je prends un exemple, si un Peul qui vient du Sahel, du Burkina Faso, comme conseiller municipal, soit dans la région de l'Est, arrive également à défendre des idéaux, des besoins des éleveurs pasteurs qui sont dans cette même commune-là. Et plus il va arriver à défendre les besoins de ces éleveurs, plus les partis politiques verront les communautés pastorales, les peuples de cette localité-là, comme pour les élections, que ce soit législatives, présidentielles ou municipales. Et dès lors qu'on vous voit comme un gain pour pouvoir les aider à faire élire les leaders politiques, vous devenez déjà du coup une priorité pour ces acteurs-là. Et de là, vous verrez que ce pluralisme politique-là maintenant contribue maintenant à atténuer les conflits qui pourraient engendrer des communautés pastorales et autochtones, du fait que les besoins de ces communautés ont été pris en compte dans les décisions communales. Ça, c'est le lien entre communautaire et le volet politique pour l'atténuation des conflits. J'espère que je me fais toujours entendre. Hein? Oui, on vous entend. Merci. Également, quand on prend la gestion du pouvoir, dans certains États, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo ou même au Burkina Faso, ce n'est pas le fait que le niveau du pays ou bien le développement socio-économique du pays, mais c'est le fait qu'on arrive à prendre les besoins de toutes les communautés au même niveau, en fait. Parce que ce dirigeant, il doit être un dirigeant qui soit vraiment impartial, que tu sois Peul, Sénoufo, Lobby ou autre, que les besoins de ces communautés-là soient pris au même niveau. Qu'on ne priorise pas d'autres communautés à une autre communauté, qu'on ne priorise pas les intérêts de telle activité à telle activité, ou qu'on ne gère pas différemment les différends qui existent entre les communautés, surtout dans la gestion des ressources naturelles ou bien dans toute autre activité en lien avec les besoins des communautés. Dès lors que ces dirigeants-là arrivent à faire la différence entre le besoin des communautés, que ce soit autochtones ou bien nomades, c'est clair qu'il adviendra qu'il y ait des conflits dans ces zones qui sont plus ou moins qui accueillent aujourd'hui le plus de pasteurs ou d'exploitation de l'or traditionnel. Donc, je laisse la parole peut-être à Baba continuer sur ce volet, on en avait discuté un peu. Ok. Si je me permets, je vais essayer peut-être de compléter un peu, mais basé sur l'expérience commune qu'on a eue, qui était surtout à l'est du Burkina Faso, donc des travaux de recherche où, bon, moi, je n'étais pas sur le terrain, mais on a vraiment pu avoir des conversations, des analyses pour un projet commun. C'était vraiment sur cette question, si on voit la politique d'une manière plus large, donc l'électoralisme en se disant que bon, ce n'est pas nécessairement au niveau des institutions nationales, mais qu'il y a aussi des enjeux électoraux, des chefferies traditionnelles. Ça peut nous donner beaucoup à voir. Lorsqu'on regarde l'est du Burkina Faso, donc avec les communautés gourmanché qui sont vues comme les communautés autochtones, avec les communautés migrantes qui ne sont pas celles qu'on pense toujours, qui sont les communautés Mossi par exemple, qu'on peut appeler comme ça, et puis les communautés pastorales, nomades, qui en fait sont arrivées avant certaines communautés migrantes parce qu'en fait ce sont des gens pour qui ce sont des routes de transhumance. Et donc il y a des droits à payer, des services à rendre aux communautés autochtones. Il y a aussi l'accueil que ces communautés autochtones parviennent à garantir. Donc, lorsqu'on est en contexte d'insécurité générale d'ailleurs, ça perturbe le lien, le tissu social. Et lorsqu'il y a cette perturbation,
forcément, les autorités locales aussi sont remises en question. Quelle est leur capacité à protéger les leurs? Quelle est aussi leur capacité à pouvoir négocier avec les agents de l'État, avec les agents républicains qui, bien sûr, tenteront de faire des interventions dans la zone et souvent, il y a des conséquences tragiques. Et donc, dans l'élection de certains leaders communautaires de cette région, on a vu que le processus a été rallongé, vraiment. Et les processus qui sont rallongés de cette manière, ce sont des processus qui font du mal au fonctionnement social, parce qu'on ne sait plus qui on va déléguer pour régler tel contentieux qu'il y a. Et puis, s'il y a aussi des frictions, des tensions avec les autres communautés, le droit, les règles traditionnelles qu'on applique, c'est beaucoup plus dur de veiller sur elles. Et c'est donc pour ça qu'il faut regarder des indicateurs multiples. On parlait tout à l'heure, finalement, on évoque peu la question de la religion, parce que c'est une question qui ne se posait peut-être pas dans certains de nos pays d'une manière problématique. Je prends le cas du Mali, par exemple, où c'est un pays plus de 90% musulman. J'aurais tendance à dire qu'il y avait plus de tensions entre musulmans que par rapport aux chrétiens. Aujourd'hui, là, on voit que les chrétiens ont des problèmes. Ce sont les endroits où les djihadistes sont là, où les djihadistes font du mal à des musulmans aussi. Pour le reste du pays, la question ne se pose pas vraiment. Lorsqu'on est dans un endroit comme l'est du Burkina Faso, une grande partie de la population est soit dans un syncrétisme, soit dans des religions traditionnelles. On est dans le domaine de ce que l'État peut perturber en s'en prenant aux ressources naturelles, ce que les groupes d'armées aussi peuvent faire comme perturbation en s'en prenant aux ressources naturelles. Donc ça, c'est déjà des actes qui sont commis, qui sont graves. Et donc, lorsque des églises sont attaquées, on est finalement dans une continuité, dans quelque chose de second plan au niveau communautaire, si on admet que les communautés religieuses aussi, on peut en parler comme des communautés de manière égale, même si ce ne sont pas sur les mêmes enjeux. Et donc, lorsque les communautés religieuses sont attaquées, on a quand même les pouvoirs, les chefferies locales qui peuvent essayer d'apaiser la situation entre les différentes religions, essayer d'enlever les amalgames. Mais pour tout ça, ça fait très leitmotiv, on rappelle souvent les mêmes termes, la question de la faiblesse de l'État, la présence des institutions, mais on tourne beaucoup autour de ça, hein. On tourne autour du manque de confiance dans les États. Si on sait que ça arrivait avant qu'il y ait des tensions entre musulmans et chrétiens, mais que de toute façon, on a tous des liens dans les religions traditionnelles et qu'en fait, les sources vivrières qu'on a tous, ça se rejoint, vraiment, la religion, c'est pas le facteur qui allait diviser les gens, quoi. Mais si on sent aujourd'hui qu'on est en état de danger et qu'il n'y aura personne au niveau local pour protéger, et que les États même qui ont des milliards et des milliards, et qui en plus viennent pour exploiter, ne sont pas en train de faire quelque chose, bon, forcément, c'est pas comme ça que les problèmes vont se régler. Et donc, il y a plusieurs niveaux vraiment, vraiment d'analyse par rapport à ça. Très rapidement sur la question du cousinage à plaisanterie, c'est très dommage ce qui est en train de se passer maintenant parce que les identitarismes sont nés d'une telle façon que ça rend paranoïaque, peut-être souvent paranoïaque d'une manière salutaire. Si on se dit que la paranoïa, parfois, c'est quelque chose qui peut permettre d'être prudent, justement. Il y a des blagues qui se faisaient avant qui ne se font plus maintenant. Si vous venez, vous êtes d'une communauté, je ne sais pas, Dogon, vous êtes face à quelqu'un de la communauté Peul, vous faites certaines plaisanteries dans un contexte, comme je dis, avec des mots très, très, très violents, j'entends des choses violentes des deux côtés d'ailleurs, ça ne peut pas passer. Les familles des gens ont été tuées, il y a des choses qu'ils ne sont pas prêts d'entendre. Mais par contre, ce sont des leviers incroyables lorsque justement les chefs communautaires sont dans une légitimité, qui ne sont pas sapés par l'insécurité, par le manque de présence des institutions républicaines ou carrément par des jeux aussi qui sont faits par les institutions. Donc, les chefferies, ce n'est pas tant pour appuyer leur statut féodal avec l'injustice qu'il y a derrière, mais vraiment pour leur donner un rôle comme acteur de la médiation dès le premier plan, sans substituer à elles des acteurs transnationaux de, de résolution. Donc voilà un peu ce que je pouvais apporter comme complément à ce que Abdoulaye Kandé vient de dire. Merci Alpha, merci Abdoulaye pour vos informations.
Alpha, tu venais justement de parler de la question de l'entente interreligieuse. Donc, tu as pris l'exemple du Burkina Faso et du Mali. Maintenant, je vais relancer justement à Monsieur Olivier de Sardan sur cette question-là, parce que tout à l'heure, il a lui-même parlé de la candidature de l'imam Diko, enfin, de la candidature de l'imam Daouda au Niger, qui a voulu peut-être s'inspirer des pas et de l'action de l'imam Diko au Mali, qui a lui-même une très grande audience et qui est l'une des figures politiques majeures actuellement au Mali. Donc, on pourrait se poser également dans ce contexte-là de recoupement identitaire de la nouvelle place que peuvent prendre les figures religieuses sur la scène politique. Quel est votre avis là-dessus, Monsieur Olivier de Sardan? C'est ce que j'essayais de vous dire. C'est ce que je veux dire. Pour le moment, il n'y a pas de, il n'y a pas une insertion de ces nouvelles formes d'islam dans le champ politique de façon directe, crédible ou significative. La tentative d'ailleurs de l'imam de la mosquée de l'université de Niamey a été très peu comprise lorsqu'il l'a fait et n'a pas eu beaucoup d'écho. Pour le moment, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'islam est de plus en plus fragmenté. Il n'y a pas simplement les fondamentalismes ou les islamistes au Niger qui en sont le mouvement principal, mais il y a aussi une multitude de nouvelles petites sectes, disons, le terme secte peut être vu de façon péjorative, mais enfin, de petites confréries, groupements, réseaux islamistes, chacun avec sa théologie, chacun avec ses formes de prosélytisme, etc. Donc il y a un islam assez fragmenté, mais qui de plus en plus est dominé par des visions fondamentalistes de la religion et qui ont gagné donc l'ensemble aujourd'hui de la société. Même les gens qui se réclament encore, il y en a beaucoup encore qui se réclament du tidjanisme, qui est la principale forme confrérique au Niger aujourd'hui, se comportent dans la vie sociale. Et donc, on a cette sorte de victoire idéologique, c'est-à-dire ils n'ont jamais lu Gramsci, mais ils ont compris qu'il fallait essayer de gagner la bataille la bataille des idées, la bataille des idéologies, et d'une certaine façon, ils l'ont gagnée. La chance qu'on peut avoir d'une certaine façon au Niger, c'est que ça n'a pas pénétré, justement, il n'y a pas eu de débouché politique pour ce fondamentalisme. Le seul débouché politique, c'est celui du fondamentalisme, c'est celui qui passe par le djihadisme, et le djihadisme ne s'est pas vraiment rendu populaire au Niger, puisqu'il s'est, du côté du Nigeria, il s'en est pris beaucoup aux populations civiles, comme il le fait d'ailleurs du côté aussi du Mali. On ne peut pas dire qu'il se comporte de façon à gagner les cœurs et les esprits. Ceci étant, il y a quand même certaines zones frontalières où il commence à exercer un gouvernement indirect dans la région proche du Burkina, par exemple, c'est-à-dire à faire comme ça se passe dans une partie du Mali et une partie du Burkina Faso, à prélever l'impôt, à quelque part remplacer l'État dans les fonctions d'arbitrage et de justice de proximité, et quitte à exercer des représailles sanglantes sur ceux qui ne voudraient pas accepter cette forme de gouvernement indirect. Donc, c'est les seuls qui représentent actuellement une entrée dans le champ politique, mais une entrée dans le champ politique par la violence. Et donc, ça reste quand même par rapport à la majorité du Niger, ça reste quand même très marginal et cantonné à la plus grande périphérie de l'État. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ce qui m'amène peut-être à questionner ou à demander en tout cas l'avis d'Abdoulaye sur les questions de djihadisme et les questions humanitaires, puisque vous avez travaillé avec le comité international de la Croix-Rouge, donc pour avoir un petit peu votre avis sur l'articulation entre cette crise humanitaire sans précédent, je l'ai dit tout à l'heure en introduction,
2 millions de déplacés internes au Sahel, 850 000 réfugiés. Et du coup, ça pose un véritable enjeu électoral dans le même temps, puisque toutes ces personnes-là, elles ne peuvent pas voter, elles ne peuvent pas prendre part aux processus électoraux dans différents pays. Donc, comment cette crise humanitaire peut-elle être surmontée, peut-être sur le point de vue politique? Peut-être que les choses ne pourront pas évoluer tant qu'un retour à la situation sécuritaire stable permettra à ces personnes-là de voter. Mais quel impact, en gros, de leur exclusion pour la dynamique politique de leur pays? Je vous laisse peut-être vous répartir la parole. Qui souhaite parler entre peut-être Monsieur de Sardan ou euh, Monsieur Candé, comme vous voulez, celui qui est, qui est le plus inspiré par cette question. Ou Alpha également, bien sûr. Ok, ben, si je me jette dedans pour juste un petit mot, hein. Oui, comme tu l'as dit déjà, le Sahel est un peu affecté avec cette situation de violence qui prend de plus en plus de l'ampleur en ciblant les civils, d'où les plus de 2 millions de déplacés qui se sont au Burkina, au Niger ou au Mali. C'est vrai que les zones qui sont plus ou moins sous influence des groupes armés n'ont pas connu l'organisation des élections. Donc les populations en partie qui sont déplacées ou celles qui sont là n'ont pas pu bénéficier des votes parce que soit elles n'ont pas pu se faire enrôler pendant la période d'enrôlement ou pendant les élections, la situation sécuritaire s'était un peu dégradée. Tout comme au Niger, dans la zone de Tillabéri, c'est ce qui s'est passé, où dans certains endroits, il n'y a pas eu des élections parce qu'il y a eu la violence qui ciblait le plus des populations civiles. Mais il faut reconnaître que ces populations civiles, certaines ont pu quand même voter. Hein. Celles qui sont déplacées, je prends le cas du Burkina Faso, celles qui ont pu se déplacer un peu dans le centre nord du Burkina ou dans les grands centres urbains du Sahel ou de la région du Nord, ont certainement pu se faire enrôler à temps et ont pu voter. Mais déjà, ça modifie la reconfiguration de l'électorat. Comme tu l'as dit, il y a certaines zones auparavant qui étaient à majorité du parti de l'ancien régime au Burkina Faso, par exemple, qui plus ou moins ont été récupérées aujourd'hui par le parti au pouvoir qui a eu une grande influence politique, une grande capacité d'organisation même des votes à travers la mise en place de leurs points focaux dans ces zones-là. Ce que malheureusement les partis d'opposition qui n'ont pas pu avoir parce que leur zone d'influence de ces partis d'opposition ou d'ex-partis au pouvoir, c'était des zones où il n'est plus possible pour les populations de s'installer ou de pouvoir voter. Donc, ça fait que ça crée une reconfiguration vraiment du maillage politique même dans ces trois régions du Burkina, notamment le Sahel, le Nord, le centre-nord. Malheureusement, la plupart de ces déplacés qui sont venus plus ou moins vers le centre du Burkina Faso n'ont pas véritablement pu participer au vote, d'où la concentration vraiment des électeurs dans ces zones. Vous avez suivi des partis qui étaient plus ou moins méconnus pour la première partie du pouvoir, qui aujourd'hui sont des partis qui sont les plus visibles aujourd'hui avec des députés, avec plus d'une dizaine de députés qui avant avaient 3, aujourd'hui ont 13. Vous voyez que c'est évident qu'ils ont pu mobiliser sûrement des déplacés ou ils ont pu mobiliser un peu leurs acteurs, leurs partisans qui ont pu bénéficier de beaucoup de choses venant de ces partis-là, donc qui ont eu la possibilité de se faire enrôler et la possibilité également d'être dans des zones qui ne sont pas, où la violence a beaucoup diminué, donc ont pu voter. Voilà un peu ce que je voulais ajouter un peu sur ce niveau d'organisation des élections, pour ce qui concerne les élections passées. Mais je pense que les élections municipales qui arrivent, je crois, au mois de mars, avril, donnera une autre forme, en fait, ou une autre reconfiguration en fait, des partis politiques. On verra maintenant. Est-ce que réellement les votes législatifs et présidentiels qui viennent de se passer sont vraiment vont refléter réellement les résultats des élections municipales qui viendront au mois de mars et avril, parce que les élections municipales sont plus ou moins des élections qui sont à caractère plus ou moins communautaire. On vote
celui qu'on connaît qui vient de chez nous, donc ça sera une autre forme. Maintenant, est-ce que celui qui vient de chez nous, ou bien que nous voulons, c'est celui-là qui a le parti qui est le plus influent? Nous avons vu des acteurs ici qui ont été votés juste parce qu'ils viennent de telle communauté et non pas de tel parti politique, par exemple, ou bien pas parce qu'ils viennent de telle région, mais parce que je suis de telle communauté donnée. Voilà. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour ton intervention. Peut-être si Alpha ou Jean-Pierre voulaient réagir à ça, notamment à ce qui vient de conclure le propos d'Abdoulaye, notamment sur le vote communautaire, c'est-à-dire le fait qu'au niveau local, des personnes soient plus amenées à voter pour un ressortissant de leur communauté. Est-ce que selon vous, c'est un frein à la bonne cohésion nationale, comment dire, au vivre ensemble entre les communautés au Sahel, ou alors est-ce que c'est un outil tout à fait légitime et logique de la politique et des élections, du processus électoral dans ces pays-là? Est-ce que pour vous, c'est un frein ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui peut justement être bénéfique pour la bonne représentation de toutes les communautés et potentiellement de toutes les religions? Je sais pas je sais pas trop comment répondre à ça. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on poserait la même question pour les élections françaises ou les élections allemandes? C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des primes aux candidats locaux, il y a des fiefs, qu'ont les hommes politiques, mais c'est quelque chose d'assez général. Je ne sais pas si ça mérite d'être appelé une adhésion communautaire parce que les gens votent pour le baron local du parti ou parce que tel dirigeant national a sa base électorale dans telle région. Ça me semble des phénomènes qui ne sont pas forcément interprétables en termes de communautarisme ou de base communautaire. Ça devient base communautaire lorsque c'est un appel explicite à telle ou telle communauté. Alors oui, ça peut se faire dans certains cas, dans certains domaines. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au Niger, ça ne peut se faire qu'à mot couvert, c'est-à-dire qu'aucun candidat aujourd'hui ne va dire j'appelle les Haoussa, j'appelle les Touaregs, j'appelle les Peuls à voter pour ceci. Aucun ne peut se permettre ça de le dire officiellement. Après, bon, on peut toujours essayer de jouer sur cette carte de façon discrète, mais personne ne pourra se permettre là. Donc, d'une certaine façon, on ne peut pas dire que les élections soient une expression majeure de communautarisme. Il y a ce phénomène habituel. On a la chance au Niger que la plupart des partis, enfin la chance, je vais la modérer après, la plupart des partis ont une assise nationale. Ils sont souvent nés sur une base locale. Hein. La CDS de Maman, qui était Maman Ousmane avant qu'elle soit concassée et divisée en deux par le PND, enfin, sous pression du PNDS, la CDS au départ était vraiment un parti très localiste de Zinder, enfin pas nationaliste, on pourrait dire régionaliste. Mais il a su en dépasser ça et s'implanter partout. Et on peut dire que la majorité des partis, c'est la même chose. Même Ama, qui apparaît comme un politicien de l'Ouest, a réussi à avoir des bases d'électeurs à Zinder, tout à fait à l'autre côté du pays. Donc on a un peu la chance, d'une certaine façon, qu'à part le bref épisode de parti Touareg, qui n'ont pas prospéré beaucoup, il n'y a pas eu de... Et malgré le fait qu'il y ait certains partis qui aient vraiment une implantation plus locale que nationale, on ne peut pas dire que ce soit la base, le système des partis n'est pas ancré sur le communautarisme de façon principale. Ceci étant, le problème, et c'est là que je voulais venir de l'autre côté, c'est qu'on dit ça du système des partis, mais ce système des partis est rejeté par une grande partie de la population. C'est-à-dire qu'on est dans une vraie crise de la démocratie. Les gens votent certes, ils votent pour tel parti certes, mais il y a un rejet très profond de la classe politique, tout azimut, et de la classe politique, indépendamment de leur ancrage, disons, communautaire ou local ou régional. Donc ça, c'est un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est ce rejet profond de la classe politique dans son ensemble, au-delà des appartenances identitaires. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention et pour votre précision vraiment intéressante. Il me semble que Abdoulaye Kandé a demandé la parole pour réagir à ces propos. Oui, en fait, ce que Jean-Pierre vient de dire m'amène déjà
à penser à une autre forme de mobilisation communautaire, en fait. Je prends des cas lors des campagnes comme ça, ce que les leaders, les premiers responsables des partis politiques peut-être lancent comme mot de mobilisation communautaire ou de mobilisation des partisans politiques pour les votes, n'est pas forcément la même chose qui est comprise par les acteurs qui sont au bas niveau, en fait, dans les villages, dans les petites contrées les plus reculées. Parce que celles qui sont dans les petits villages, les contrées les plus reculées, ont une autre forme de voir la chose, en fait. Ces populations-là votent celui qu'elles connaissent et non pas le parti qui est capable de relever le défi qui est attendu au niveau national ou au niveau départemental, par exemple. Je suis Peul, je mobilise ma communauté Peul qui est pastorale et je veux qu'ils votent pour moi et je fais des promesses. Je suis moi aussi où je suis Gouroumanti, où je suis le lobby, où je suis Bobo. Je peux mobiliser facilement dans ma communauté sans leur dire le mot. Je vais chez eux, je fais des promesses en allant dans telle activité. Ils vont me voter. Nous avons vu dans certaines localités où des acteurs politiques sont allés voir des éleveurs. Bon, votez pour moi. Si je suis élu, cette zone pastorale que vous voulez depuis des années, je ferai de sorte que vous puissiez l'avoir. Ce même acteur ou une autre personne qui est dans une autre va avoir l'autre communauté, votre zone pastorale dont vous luttez depuis la soit une zone qui est cultivée par les agriculteurs. Donc, vous voyez, c'est des formes de mobilisation communautaire à travers les activités dont vivent ces communautés-là, afin de se faire élire. Et dès lors que l'élection est passée, le monsieur il se fait élire, à nous aller pour les tensions communautaires qui vont exister au sein de ces communautés de bas niveau, parce que les éleveurs voudront rentrer dans ces zones, pâturer avec leur bétail. Les agriculteurs aussi voudront aussi aller dans ces zones-là pour continuer leurs activités agricoles, parce que c'est la promesse qui a été faite par le député. Et malheureusement, les communautés qui sont au niveau rural vont rapidement aller à la violence, et parfois avec assez de victimes, quoi. Et c'est ça le problème. La façon dont les leaders politiques communiquent n'est pas forcément la même façon dont les acteurs au niveau rural comprennent la chose. Parce qu'eux, ils vont voter quelqu'un qui vient faire des promesses, quelqu'un qui pense pouvoir les aider. Oh, le monsieur, il va faire ses promesses, ce n'est pas évident qu'ils sont partis gagnants et ce n'est pas évident qu'il aura les moyens, même après les élections, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Également, il y a les influences externes. Les influences externes, c'est quoi? Si un monsieur se trouve, par exemple, à Ouagadougou, il est très influent, il est riche ou il est acteur politique, il peut forcément influencer dans sa localité, là, en mettant la pression peut-être sur ses parents qui sont qui sont des communautés autochtones, à pouvoir voter pour lui ou à pouvoir voter pour son parti ou pour celui qu'il soutient également. Et ce même acteur peut aller voir une autre communauté pour cette forme de pression-là. Et c'est ce qui contribue à vraiment détériorer cette coexistence plus ou moins parfaite entre ces communautés qui sont au niveau rural. Je peux ajouter quelque chose? Oui. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas parler des élections générales. Je suis tout à fait d'accord. Les élections, disons, locales, municipales ou législatives sont un énorme facteur local avec des coalitions qui parfois ne sont pas du tout les coalitions nationales. Donc, l'élection présidentielle est une dynamique complètement différente. Moi, c'est vrai que je parlais plutôt d'élection présidentielle. Dans les élections locales, les règles du jeu tacites, effectifs, sont effectivement complètement différentes. Une chose qui est quand même aussi importante à noter, et c'est valable peut-être pour les deux types d'élections, à voir peut-être de plus près, c'est par contre le fait de flatter la religiosité ou d'arborer sa religiosité. Ça, c'est un phénomène assez nouveau au Niger. Aucun candidat ne peut se permettre de ne pas payer je ne sais pas combien d'étudiants coraniques pour descendre le Coran, etc. etc. Donc, il y a une sorte de mise en scène de la religiosité dans le comportement des candidats qui est nouveau. Et ils vont beaucoup plus flatter le facteur religieux peut-être parfois que le facteur communautaire. Enfin, ou en tout cas, emmêler sérieusement les deux. Ouais, Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose. C'est par rapport au cas du Mali, mais vraiment de manière très brève. C'est sur le fait que les autorités religieuses sont courtisées. L'autorité religieuse malienne qui est courtisée aujourd'hui,
Le cas de l'imam Dicko, je trouve que c'est assez différent parce qu'il essaie vraiment de se démarquer, de montrer qu'il se démarque de tout ce qui est électoraliste, même si par le passé, il y a eu bien sûr des accointances avec les différents candidats. Bon, ça, ce sont des choses vraiment assez complexes. Je veux surtout indiquer que la figure qui, pour moi, a une base électorale vraiment franche, je dirais que c'est le shérif de Nioro. Et je trouve que le shérif de Nioro, qui est donc du courant amaliste, qui est un courant soufi, il a quand même des disciples qui sont partout à travers le monde, une grande diaspora de gens qui contribuent, de gens qui font de l'influence aussi, et de gens qui sont tout à fait mobilisables pour obtenir des votes dans de nombreux endroits. Et donc, des politiques vont le voir systématiquement. Les présidents de la République, premiers ministres, ministres d'État, si on compte ceux qui sont allés le voir depuis 2013, on verra que c'est une figure incontournable. Et puis, c'est vrai que les gens vont voir l'imam Dicko aussi. On essaie toujours d'aller voir ce tandem avec l'idée que ce sont les grands boss. Et puis, sur la question de la performativité religieuse, je trouve que c'est peut-être l'un des dangers pour ce qui est à venir. Le Mali, quand même, était censé être un pays très laïque. Aujourd'hui, on voit des candidats qui font leur investiture politique pour des élections dans des mosquées. Et je trouve que c'est une tendance qui devient dangereuse parce que ça donne un caractère au Mali laïque qui n'existait pas autrefois. Et je me pose une question comme ça, dans quelle mesure est-ce que ça vient d'un sentiment que les politiques ont, qu'il doit y avoir un rapprochement de la base et que la base a de plus en plus de conscience qu'elle veut qu'on s'intéresse à ses particularités, ou alors est-ce qu'il y a des choses plus profondes, plus personnelles de la part des politiques qui donc insufflent dedans leur propre identité religieuse. Donc ça pose finalement la question de l'opportunisme politique ou des alignements tout simplement avec des courants de société. En tout cas, la performativité, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, le fait de le faire de manière si ostentatoire. Merci pour cette question qui, je pense, est vraiment centrale pour le débat d'aujourd'hui. Jean-Pierre ou Abdoulaye, si vous souhaitez y répondre, celui qui le souhaite peut-être. Non, je veux dire, il est clair aujourd'hui que la place de l'islam fondamentaliste et des valeurs fondamentalistes dans l'espace public est extrêmement importante. On a eu bon, je pense que le Niger, c'est encore plus que peut-être au Mali ou au Burkina Faso, bien qu'au Niger, tout le monde ne soit pas islamiste, tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est pas simplement pour les élections. Aucune réunion publique ne va commencer sans une fatia. Plus aucun cours, tous les cours vont être désertés au moment de la prière, etc. Tout ce qui auparavant, sous le régime militaire de Kounché, correspondait là aussi à un État laïque et un État où la religion devait rester un peu à sa place, est complètement bouleversée aujourd'hui, et dans tous les domaines de la vie sociale. Aujourd'hui, les étudiants fondamentalistes arrivent à plus ou moins séparer les filles et les garçons dans les restaurants universitaires ou dans les bus universitaires. Il y a des mosquées dans tous les services publics. Enfin, il y a vraiment une présence. Alors, effectivement, ça joue aussi pour les élections. Et pour les élections, il faut faire assaut de piété de la part des candidats, quelle que soit leur pratique réelle en dehors. Donc, c'est vrai qu'il y a cette sorte de, moi j'appelle une sorte de victoire idéologique du fondamentalisme, et qui joue y compris sur ceux qui restent encore, disons, rattachés au soufisme. Je pense que c'est un élément fondamental aujourd'hui de la vie politique. C'est pour ça que tant que ce fondamentalisme n'est pas encore basculé dans la raide religieuse, il n'y a pas de frères musulmans, il n'y a pas de gens qui traduisent une expression religieuse en termes de programme politique au Niger. Mon inquiétude, c'est le jour où ça arrivera. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Merci beaucoup Jean-Pierre. Effectivement, pas mal de questions qui restent en suspens à ce niveau-là. Je pense que le temps nous le dira.
Je demande au public, aux spectateurs, s'ils ont des questions encore, des dernières questions à adresser à nos intervenants. N'hésitez pas à prendre la parole ou à la demander. Si on n'a pas de questions, du coup, je vais en poser moi, peut-être une question qui sera la dernière. Vous pouvez y répondre chacun d'entre vous, peut-être Abdoulaye qu'on a un petit peu moins entendu et qui connaît bien le Burkina Faso et donc les questions dont je vais parler maintenant. Est-ce que, selon vous, les périodes électorales et les périodes qui précèdent justement les élections sont des moments charnières au niveau des affrontements interethniques? On parle notamment d'une posture défensive, des questions d'incertitude. J'ai en tête un exemple que Alpha m'avait mentionné. C'est l'exemple du Burkina Faso en 2013, où la période avait été précédée justement par des mouvements de population et par une période d'incertitude qui avait donc eu des impacts qu'on a pu remarquer plus tard. Peut-être Abdoulaye qui peut répondre à cette question. Et avant de te laisser la parole, Abdoulaye, on va prendre la question de monsieur. Ouais, je vous donne la parole. Est-ce que voilà, monsieur Shahid Nasser. Bonjour, assalamu alaikum, la paix soit sur vous tous. Je m'appelle Nassir Ahmed, je suis missionnaire chef de la communauté musulmane Ahmadiyya ici en France et j'ai suivi votre programme. D'ailleurs, observatoire, je suis souvent même dans la Réunion à Paris aussi avant que le Covid nous attaque. J'ai vécu en Afrique aussi, Côte d'Ivoire et au Ghana. Je suis allé même à Mali aussi. Vous aviez parlé, c'est-à-dire il y a un problème, pas seulement le fanatisme, mais le terroriste et certains groupes djihadistes radicalisés, des choses comme ça. S'il vous plaît, comme vous êtes sur le terrain, dites-moi, est-ce que, c'est-à-dire ceux qui font, c'est-à-dire créer ce problème, d'où viennent les armes qu'ils possèdent pour utiliser, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont usine pour la fabrication des armes ou ils fabriquent eux-mêmes ou ils sont fournis par quelqu'un et créent le problème en Afrique? Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Je vais peut-être laisser la parole à Alpha et Jean-Pierre pour y répondre. Et ensuite, du coup, je demanderai à Abdoulaye de répondre à la question que j'ai posée. Alors, allez-y. Oui. Je ne suis pas spécialiste de l'armée, mais disons, on trouve des Kalachnikovs à 150 monsieur. On trouve des Kalachnikovs à 150 000 francs CFA à peu près partout dans tout le Sahel. Alors, une partie des armes vient des armées régulières qui soit les ont vendues. Il y avait un trafic d'armes qui a été fait, y compris par les militaires. Je pense que c'est le cas au Mali et c'est aussi un peu le cas au Niger, les djihadistes eux-mêmes aux dépens des militaires. Et puis, il y a un trafic d'armes qui vient d'un peu partout et qu'on trouve sur les marchés, presque sur les marchés. Donc, il y a une contrebande d'armes extrêmement importante dans toute la région. Donc, vraiment, s'il y a une chose qui ne manque pas, ce sont les armes. Non. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que si nous voulons vraiment, c'est-à-dire supprimer, arrêter, éradiquer ce problème, au lieu de toucher les branches, pourquoi pas aller vers les racines? Quelles sont les causes? C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'armes dans les mains des jeunes, il n'y aura pas de problème. Donc, d'où vient? C'est-à-dire, il y a quelqu'un, un pays ou un groupe quelconque, on ne peut pas faire embargo que les armes n'entrent pas dans ces pays, il y aura la paix. Ok, peut-être quelques éléments sur ça. Il y a des programmes au niveau de la mission de l'aménagement pour le cas du Mali. C'est vrai que le cas du Mali est un peu spécial
parce que c'est un pays quand même qui est sur un monitoring international plus important. Mais effectivement, les armes viennent pas mal des armées régulières. Et puis, je ne suis pas non plus quelqu'un j'ai pas la science infuse sur ce sujet, mais je veux juste préciser aussi que même en dehors des armes, les groupes ont quand même appris à leurs agents locaux à faire des outils dangereux de manière artisanale. Il y a les engins explosifs artisanaux, il y a aussi les véhicules qu'on arrive à armer comme ça pour aller faire des dégâts, soit sauter, soit rentrer dans les foules, etc. Et puis, même hors des grands circuits qu'on peut penser des circuits de djihadisme et autres, il n'y a pas que les groupes djihadistes qui sont des groupes dangereux. On parle pas mal d'engins, d'armes qui seraient venus de Côte d'Ivoire, de Sierra Leone, etc. Parce qu'il y a eu d'autres conflits quand même dans la zone et ces conflits ont créé de l'insécurité, de la prolifération des armes. Et ce ne sont pas des armes qui disparaissent n'importe comment, ce sont des armes qui restent et sont des armes qui parviennent dans certains groupes particuliers qui après sous-traitent le travail de la sécurité pour la gestion de l'insécurité. On pense par exemple aux chasseurs, aux différentes confréries de chasseurs qui sont entre Libéria, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, et qui, à des moments de crise, lors des guerres civiles, ce sont les gens qui étaient là, donc de facto, c'est eux qui protégeaient, donc c'est à eux qu'on a confié de l'armement aussi, et ils ont fait un job qui était un job devant être fait par l'État, par des institutions éthiques républicaines, mais qui n'a pas pu être fait. Et puis, souvent, c'est des gens qui n'étaient pas formés, c'est des gens qui n'ont pas été initiés, parce que les chasseurs font partie de confréries traditionnelles. Donc, ce sont des gens qui ont quand même un potentiel de banditisme élevé. Et lorsqu'on leur fait appel dans d'autres endroits, avec des promesses, ou alors avec des affiliations communautaires, ce sont des gens qu'on retrouve franchement. Et ça, c'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre en se cantonnant à la question du djihadisme ou des armes locales. Et c'est pour ça que des institutions supranationales comme la CEDEAO doivent harmoniser leur stratégie et qu'on ne doit pas rester non plus uniquement sous le parapluie ONU et le parapluie Barkhane. Le Sahel, quelqu'un disait que ce n'est pas nécessairement un espace géographique, mais c'est là où les Sahéliens sont. Les Sahéliens sont partout, et puis de toute façon, Sahéliens ou pas, on est dans des continuums humains. Les frontières ne signifient pas grand-chose, d'autant plus dans un monde globalisé, dans un monde qui était globalisé depuis les temps antiques, mais qui est plus rapidement, plus facilement globalisé de plus en plus. Merci beaucoup et merci pour votre question, monsieur. Alors, on va laisser la parole maintenant à Abdoulaye pour qu'il réponde à la dernière question. Et puis, on aura ensuite un mot de conclusion de monsieur de Clermont pour conclure notre table ronde. Vous m'entendez? Oui, Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, je fais ici deux éléments, hein. La crise que tu mentionnes concernant le volet politique en 2013 est vraiment un phénomène qui diffère des autres processus électoraux au niveau du Burkina Faso. Ce qui s'est passé en 2013, c'était un signe annonciateur de tout ce que nous avons vu en 2014, notamment l'insurrection populaire qui a occasionné le débat de l'ancien régime qui est resté pendant 27 ans. Ce qui est différent des tensions qui adviennent aussi suite aux processus électoraux, notamment pour ce qui est passé cette année, par exemple, en 2020. Généralement, au Burkina Faso, après les votes, les tensions peuvent se limiter à des tensions verbales au niveau de la reconnaissance de la victoire de tel parti ou de tel acteur dans telle localité donnée, mais rarement ça va à la tour jusqu'à ce que ça fasse sortir le communautaire. Ça sera maintenant ce que la population en avait marre de ce qui s'est passé depuis 27 ans. Ils voulaient forcément que le régime change. Et toute la société civile s'y est mobilisée dans ce sens-là avec les partis d'opposition ici qui en ont profité pour faire un changement de régime. Et tu vois que c'est à peu près les mêmes acteurs qui sont revenus
qui ont quitté une année après le parti, qui sont revenus aujourd'hui au pouvoir. Et cela n'a même pas affecté quand même les communautés ethniques du Burkina Faso. On ne se rend pas compte que c'est telle communauté, Moussi ou Peul ou Bobo ou Gourmandier qui est au pouvoir ou qui domine au niveau du pouvoir. Ça ne ressort pas d'abord pour le Burkina Faso. Mais les violences qui peuvent advenir, c'est lorsqu'il y a, surtout dans les petites localités, lorsqu'un parti ou un acteur est identifié comme celui qui a eu la violence verbale, quelques rares fois un peu violente entre les partisans et non vraiment faire ressortir le niveau communautaire. Au Burkina, on n'a pas encore vécu ça. Bien, merci pour cette intervention qui, je pense, sera la dernière de la part des intervenants. Donc, j'en profite pour vous remercier tous les trois, notamment Alpha avec qui j'ai pu préparer cette table ronde et cette intervention. Merci Avec également plaisir. à Jean-Pierre et à Abdoulaye qui a quand même pu se connecter malgré les problèmes techniques. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur de Clermont, président de l'Observatoire Pharos, pour le mot de la fin. Écoutez, mon premier mot, c'est d'abord de vous dire merci. Je ne connais pas, je ne suis pas du tout un connaisseur de l'Afrique sahélienne. Je suis un Africain du centre de l'Afrique par mon histoire et par mes connaissances. Mais j'aimerais vous dire combien il était important pour moi de vous écouter et d'entendre ce qu'est, je crois, l'un des rôles de l'Observatoire Pharos, que vous avez dit et redit de différentes manières, c'est-à-dire de comprendre, de donner la voix, de donner la parole, d'entendre des récits. Alpha disait, il faut entendre les récits identitaires. Parce qu'ils révèlent souvent des traumas très anciens, ce à quoi d'ailleurs Jean-Pierre disait, mais il n'y a pas que des traumas très anciens, il y a des antagonismes qui n'ont rien à voir avec la tradition, qui sont des antagonismes d'aujourd'hui. Il y avait une très grande richesse dans ce que vous nous avez fait découvrir sur le Mali, le Niger, le Burkina. Vraiment, un très grand merci pour cela. Comprendre les crises, c'est notre rôle de Pharos. Et c'est pourquoi je souligne combien il est important, et je dis ça pour nos auditeurs, que vous puissiez les uns et les autres vous inscrire sur les veilles que Gwendal, entre autres, mais bien d'autres, réalisent de semaine en semaine, qui nous permettent d'entrer dans la connaissance des situations. Le deuxième mot qui m'a beaucoup frappé, et vous en avez parlé sans arrêt, c'est le rôle des États, avec cette distinction que faisait Jean-Pierre entre l'État idéal, ou il disait, je crois, idéal, et puis l'État réel. Et ce que l'on dit souvent des échecs des États qui sont porteurs d'une désaffection à l'égard du politique et d'une multiplication de résistance, de réticence. C'est une chose qui m'a toujours frappé, c'est de voir que la pression internationale se fait autour, je ne dis pas du mythe, parce que c'est quelque chose de très important qu'il y ait une démocratie possible, qu'il y ait des élections, mais cette pression internationale qui semble donner l'impression que tout est dit lorsqu'une élection a eu lieu. Or, au-delà de l'élection, la question essentielle, c'est de savoir ce que sera le statut des minorités, des oppositions, de tous ceux qui se sont exprimés, mais une fois l'élection passée, n'ont plus la parole. Vous me direz, ça n'a rien d'une question spécifiquement sahélienne ou africaine. Regardons chez nous pareillement. Le troisième aspect qui m'a frappé, c'est progressivement
l'importance que vous accordez à la question religieuse aujourd'hui, l'évolution de la religiosité et son rôle possible dans le politique, un rôle croissant qu'il faut surveiller, je dirais, comme l'huile sur le feu, parce que nous sommes dans des États laïques, nous sommes dans un État qui prône la laïcité et qui veulent que l'État puisse avoir un rôle extérieur, un rôle de modération. Vous avez employé ce mot de médiation. Et il me semble très important que vous ayez souligné ces points. Alors encore une fois, un très grand merci pour vos apports. On rêverait de vous entendre de semaine en semaine pour voir comment vous évaluez les évolutions dans les pays que nous venons d'évoquer. Merci particulièrement à Gwendal et Alpha qui ont préparé ensemble cette table ronde. Je n'oublie pas 2 personnes dans l'ombre, Lisa et Jonas, qui ont travaillé à faire en sorte qu'elle puisse avoir lieu. Merci à chacun. Ça a été vraiment un très grand bonheur de pouvoir vous écouter. Merci à vous également. Bonne soirée.